Bonjour, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais saluer messieurs les ministres qui m'honrent avec leur présence, monsieur Alfaro, monsieur Ramos, monsieur Castro, président de la Banque du Costa Rica, monsieur Delgado, président du CONACYF, et monsieur organisateur et menteur de cet événement, monsieur Javier Cascante. J'aimerais commencer en essayant d'expliquer le titre de cette présentation. Pourquoi est-ce que je parle d'inclusion financière comme un cas particulier d'inclusion sociale? Quand on parle d'inclusion financière, c'est plutôt en abstract. Il n'est pas clair pour la société pourquoi est-ce qu'on doit faire ceci, pourquoi il est relevant l'inclusion financière. Donc, j'aimerais commencer d'une façon ou d'une autre en expliquant le titre. Après, j'aimerais parler où est-ce qu'on en est avec la Banque latino-américaine, où est-ce que, en termes d'insertion financière, où est-ce qu'on en est, quelles sont les caractéristiques des PME, des petites entreprises qui le font particulièrement difficile pour la banque traditionnelle de satisfaire leurs besoins. On verra après comment effectivement les PME sont en train de financer leur activité et ensuite la solution de microcrédit qui est une solution très déseable, mais qui n'est pas la panacée. Il faut faire attention aux expectatives. Parfois, on crée des expectatives trop grandes et on croit à la fin qu'on va tout solutionner. Dans le microcrédit, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec le microcrédit. Donc, pour expliquer donc pourquoi l'inclusion financière a une dimension sociale, j'aimerais partir avec quelque chose qui est très différent, qui a à voir avec les taux d'urbanisation en Amérique latine. On a des pays, j'ai les données ici, ce sont des données confiables qui viennent de la CIA des États-Unis. Par rapport à ces données, on peut voir qu'il y a une population urbaine pas simplement significative dans tous les pays, mais qui est en train de croître à une vitesse qui supère le taux de croissance de la population de tous ces pays. Pourquoi est-ce que ceci est relevant? Parce que d'abord, l'urbanisation amène main à main deux phénomènes relevants. D'abord, spécialisation du travail. Quand on est dans la partie rurale, on peut donc avoir des poules, semer des laitues ou bien prendre des fruits d'un arbre. Il y a une spécialisation du travail très faible. Quand on déménage à la ville, quand on travaille par exemple comme électricien, on n'a pas de jardin, on n'a pas un espace pour produire par ses propres moyens. Donc l'urbanisation nous emmène naturellement à une spécialisation du travail qui s'accroît. Deuxièmement, et que on souligne l'interdépendance. Je suis électricien, mais je ne mange pas de câbles d'électricité, donc je dois acheter des bananes, des fruits et c'est quelqu'un d'autre qui va les produire. L'urbanisation donc amène interdépendance et bien sûr l'interdépendance, on peut la solutionner avec des échanges. Peut-être je peux vendre des services d'électricien en échange de fruits, mais peut-être un producteur de fruits a besoin de mes services d'électricien. Mais ce serait vraiment difficile de trouver quel est le producteur qui a besoin de mes services d'électricité. Donc, cette interdépendance et cette dépendance et cette spécialisation qui croît dans le monde du travail fait inévitable que les familles qui sont en train de déménager vers les zones urbaines aient besoin de services financiers. Quelques-uns très simples comme moyens de paiement, mais d'autres sophistiqués parce que les demandes de la population croissent. Donc, il y a un besoin social d'inclusion financière est une nécessité structurée dérivée d'un changement, si vous voulez, paradigmatique dans toutes les parties du monde vers l'urbanisation, la spécialisation du travail et l'interdépendance. Bien sûr, c'était beaucoup plus simple quand les économies étaient fermées et prend force quand les économies sont ouvertes. Donc, nous sommes dans un processus où les besoins des services financiers, on a besoin de services amples
et ces besoins sont majeurs. Initialement, les services financiers étaient relativement bas. On pouvait échanger des services, comme on en parlait avant, on pouvait échanger des marchandises, on pouvait échanger à travers le temps. C'est compliqué. Aujourd'hui, on est arrivé à l'argent électronique et c'est important en termes de paiement. Tous les pays sont en train de chercher, M. Ramos au niveau du Costa Rica, sont en train de chercher des solutions. Les services financiers permettent ces familles, permettent beaucoup de choses, mais on va se référer d'abord les consommateurs. Ils vont permettre s'il y a des problèmes. Par exemple, je suis électricien, mais il y a 2 jours que j'ai pas eu de contrat. Donc, il faut avoir la possibilité d'avoir un crédit pour pouvoir financer les aliments que je dois amener au foyer. Ou bien au contraire, j'ai une demande incroyable de services d'électricité et j'ai 7 clients par jour, chose inhabituelle, et donc je vais épargner une partie qui va me servir pour financer de temps de vaches maigres. Ceci est utile donc et important pour la consommation. Et l'entreprise, il va permettre de financer des projets qui vont évidemment être complexes de financer et parfois qui n'ont pas des collatérales adéquates. Beaucoup de ces services sont fournis. Et il ne faut pas dire que ce n'est pas la potion magique. On a créé des expectatives excessives, probablement pour ce que le microcrédit, mais ce que on ne faut pas perdre de vue, c'est la certainté que c'est un avance important et structural pour les pays et pour les sociétés dans le monde actuel. Les banques latino-américaines aujourd'hui, ce que les banques disent, c'est que dans cette étude, c'est qu'ils sont préoccupés par le thème du financement des PME. Et ici, on dit qu'est-ce que offrir des services pour les PME est une partie stratégique de vos affaires. On voit que en 2004, 84% de la banque disait effectivement. C'est une thématique stratégique. En 2013, 96 des banques disaient que c'était une thématique stratégique. Et ceci, on peut le voir parce que les banques venaient en train de développer des technologies différentes pour les PME par rapport aux grandes entreprises. Et ils le font avec un peu plus de force, les banques plus grandes par rapport aux petites banques dans l'échelle que l'on voit dans cette activité. Il y a quand même des problèmes. La barrière plus principale au financement, je vais vous lire, c'est la principale. Les processus internes des banques sont insuffisants dû aux carences de formalité de la PME. Donc, il y a dans la régulation bancaire un thème qui exige, il y a aux banques, c'est des processus pour gérer l'information. Dont Luis Carlos l'a mentionné, c'est que si la PME est petite, n'a pas la capacité de fournir. Ceci est important et nécessaire d'avancer. Et les banques ont raison de requérir des informations parce que les PME sont de risque. Dans cette diapositive, on montre les taux de supervivance des PME à travers le monde. C'est un travail fait par la Banque centrale du Chili. Ici, on peut voir que les taux de supervivance pendant la première année des PME est de 80%, c'est-à-dire 20% n'arrivent pas à une année. Et à la 4e année, les taux de supervivance est de 60% et le 40% n'arrivent pas à la 4e année. Donc, ce sont des affaires à grand risque. Ici, on a une matrice de transition vis-à-vis des entreprises. Je vais lire cette ligne. Les entreprises qui étaient micro-entreprises dans l'année T, quelle probabilité est-ce qu'ils continuent à être des micro-entreprises? Voici. La plupart des entreprises naissent des micro-entreprises et continuent à être des micro-entreprises. Notre plus grande partie meurt et il y a seulement un petit pourcentage des entreprises qui
monte à un étage de grande entreprise. Pour ces effets, c'est vrai. Dans le monde des micro-entreprises, et ce monde est un monde à risque et les instruments, les outils traditionnels ont des problèmes à survivre à ce segment. Donc, c'est comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui recourent à des financements externes, la plupart bancaires, et essentiellement du financement interne. Les barres ici, vous pouvez le voir, les pays qui sont représentés aujourd'hui, le Mexique, le Pérou, Costa Rica, Salvador, Chili, il y a le Guatemala. Et la plupart de ces pays, vous voyez qu'il y a une relevance significative du financement de sources internes par rapport aux sources externes. Il y a peut-être un problème entre la déclaration des banques et la capacité des banques de servir à ce segment et la réalité de combien est-ce que vraiment ils servent ce segment. Et c'est un problème qu'il faut attirer l'attention. Ici, par exemple, on voit par rapport aux sources externes de financement, la plus importante, j'ai vu ici le Costa Rica, mais d'après cette information, le 38% des sources de financement des petites entreprises au Costa Rica et de sources externes. Et de ce 38%, plus de la moitié, 21%, est bancaire. Donc, c'est vrai, les banques jouent un rôle, mais jouent un rôle dans un contexte global de financement et où il y a d'autres sources et c'est un rôle mineur. J'ai moins de temps de ce qu'on m'a dit. Je vais donc passer à commenter ce qui suit. Il y a donc, d'une façon ou d'une autre, dans ce nouveau monde de grandes villes avec spécialisation du travail et interdépendance mutuelle, une nouvelle conception de citoyenneté où l'accès aux services financiers est essentiellement un droit social, c'est-à-dire les États doivent générer des conditions pour que le citoyen vive tranquillement, le plus tranquillement possible, cette condition d'interdépendance que emmène l'urbanisation et la spécialisation du travail. Et la banque fait partie de cet effort et c'est important, mais fondamentalement, n'accède pas à donner des services à toutes les entreprises qui sont dans ce segment. Donc, le microcrédit arrive comme une grande alternative et ces grandes expectatives créées au début, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas accompli à travers le temps et il y a bien sûr des aspects de réussite, mais les grands aspects, le microcrédit est un outil important, mais n'est pas la révolution. C'est pas ce qui va nous résoudre la pauvreté et nous sortir du sous-développement, au moins à court terme. Il faut faire de l'ingénie avec le microcrédit. Il faut lui donner son rôle et son importance, mais il faut faire des ajustements. Ce qu'on peut dire, une différence pour l'Amérique latine, c'est qu'en général, le microcrédit en Amérique latine est individuel. En Asie et en Afrique, on travaille beaucoup avec un microcrédit au niveau groupal. Une partie peut-être c'est parce que le niveau de revenus est plus haut en Amérique latine que dans l'Afrique et l'Asie, et les expériences sont différentes. Donc, mais il ne faut pas dire qu'il y a quelques segments où l'on pourrait peut-être penser qu'il y a la possibilité de faire des améliorations à travers le microcrédit groupal, par exemple les indigènes, les groupes migrantes, des différentes populations qui peuvent avoir les conditions comme les populations africaines ou asiatiques où ils ont eu le microcrédit a eu des réussites comme service financier. Dans les contextes de microcrédit groupal, il est intéressant de montrer que les formes, ce que la communauté fait indirectement, c'est signalisation de comportement et de stigmatisme pour payer. Il est utile d'utiliser avec une force importante de ce qu'on a réussi à faire en Amérique latine. Et puis, c'est le risque social de non-paiement, de défaillance. Parfois, on envoie quelqu'un qui collecte avec une menace d'avoir quelque chose de justice et de cours, processus de cours. Dans l'Afrique et l'Asie, plutôt, c'est important de noter
que c'est le groupe qui fait cet effet. La partie la plus intéressante du microcrédit qu'il faut essayer de souligner, beaucoup de gens, même ici avec des co-participants de ce séminaire, me disent « Carl, il n'y a pas d'évidence qu'il y a eu un améliorement en termes de pauvreté. » Et c'est vrai. Supération de la pauvreté, il n'y a pas d'évidence que le microcrédit ait un effet significatif. Mais il y a eu des effets qui sont très relevants. D'abord, substitue le crédit informel. Quand les gens ont besoin et recourent à des prestataires, il va chercher plus. Mais les conditions pour récupérer cet argent, ce sont généralement des conditions douteuses. Et donc, la récupération, la formalisation de ce crédit génère un bien-être social par rapport quand le crédit est informel et par un prestataire dans des conditions douteuses. Donc, deuxièmement, l'effet sur l'offre laborale. Dans des pays où il y a une forte discrimination sociale contre la femme, c'est un type de genre. Il faut le souligner, on l'a dit préalablement, surtout au niveau des filles petites. Et l'offre diminue. C'est un effet positif à considérer de la part des États. Une autre chose importante est que l'évidence qu'il y a et que le microcrédit n'augmente pas la consommation per se, mais change la composition. Et il la change en faveur des biens durables, et ceci est porteur d'un bien-être social par rapport aux biens non durables. Et c'est important. Augmente la duration moyenne des dettes, augmente la rentabilité des entreprises. Et ce n'est pas le panacée, mais certainement aide et génère un bien-être social dans les pays. Bien sûr, il y a des risques, il y a asymétries qui sont très importantes et c'est pour ça qu'il faut incorporer dans les systèmes de supervision, il faut les incorporer dans le système financier parce que les fournisseurs vraiment reçoivent beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup d'asymétrie et on enregistre beaucoup d'abus qu'il faut vraiment surveiller. Je crois que ceci est un thème important. Qu'est-ce que le microcrédit additionne? S'il y a un financement informel, il formalise, il produit une discipline qui a des vertus sociales. D'abord, la détermination d'un compromis atteignable. Quand une personne prend un crédit, il doit dire quel est le compromis qu'il doit assumer. Deuxièmement, le paiement portant de son compromis devant les limitations personnelles. Il y a des entreprises et que les personnes forment surviennent d'une façon spontanée. Des services de capacitation, des services d'investissement, ce sont tout positifs de la perspective sociale. Et je finis pour dire qu'en Inde, il y a une évidence qu'il y a une consommation mineure des biens de tentation, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, les bettines, la consommation qui ne va pas pour le foyer. Donc, si l'on prend l'ensemble, donc le microcrédit probablement ne résout pas tous les problèmes de la vie,